Daesh n'est pas mort, c'est la conclusion d'un rapport de l'ONU présenté au Conseil de sécurité récemment. En 2022, sa menace s'est même renforcée, dit l'ONU, à l'intérieur et à proximité des zones de conflit. Son extension récente sur le continent africain, notamment au Sahel, est qualifiée de particulièrement inquiétante. Avec nous pour en parler, Myriam Benrad, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Schiller à Paris, spécialiste du monde arabe, ou plutôt des mondes arabes. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « L'Irak par-delà toutes les guerres, idées reçues sur un État en transition ». C'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Myriam Benrad, l'Irak, c'est un pays que vous connaissez très bien, et c'est précisément là qu'est né en 2014, en tout cas, qu'a été autoproclamé le califat de l'organisation État islamique. Même si vous le disiez, hein, Daesh, ça remonte plutôt à 2006, les prémices, on va dire. Est-ce que Daesh est toujours vivant aujourd'hui en Irak ? Alors non seulement Daesh est toujours vivant en Irak, mais je pense qu'il est important de rappeler que cette organisation terroriste djihadiste reste profondément irakienne. Et on le voit notamment lors de l'élimination de ses leaders, de ses chefs, de ses émirs en fait du djihad, qui sont pour la majorité encore des Irakiens, quand bien même sont-ils basés en Syrie ou ailleurs. Mais donc ça c'est très important parce qu'au moment où on s'intéresse à la transnationalisation de ce groupe, à ses différentes filiales ici et là, on a tendance à oublier ce qui se passe en Irak. Et depuis un certain temps, un certain nombre de mois, on observe une résurgence des combats, des incidents, des attaques qui sont revendiquées par l'État islamique. Alors vous l'avez dit justement, Myriam Benrad, de nombreux chefs ont été tués ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un homme à la tête de Daesh ? Alors, je pense en réalité que depuis l'élimination du calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi à l'automne 2019, on n'a pas forcément de clarté. Parce que cette organisation est retombée dans la clandestinité, parce qu'on est, encore une fois, entre l'Irak et la Syrie. Quand je parle de clandestinité, ils se cachent. Ils savent très bien qu'ils sont traqués par l'armée américaine encore aujourd'hui, même si cette armée américaine s'est retirée militairement. Elle continue ses opérations spéciales. Donc c'est vraiment dans le secret que tout cela se fait, que les successions sont décidées. On a très peu de visibilité. Aujourd'hui, les deux prétendants à la succession sont en détention. Qui reste-t-il ? Mais là encore, ne sous-estimons pas les capacités de ce groupe qui a une base très importante de combattants. Ils sont plusieurs milliers encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est dit dans le rapport des Nations Unies. Et puis surtout de sympathisants et de complicité, ça c'est très important. C'est comme ça que ce groupe a pu s'implanter et perdure. 5 000 à 7 000 membres répartis entre l'Irak et la Syrie. Les deux que vous avez évoqués sont détenus où ? À Bagdad ? Oui, ils sont en Irak. En Irak. En Syrie, quelle est la situation ? On évoque encore des actes de guérilla, d'attentats, notamment à Deir ez-Zor ou encore à Homs. Oui, alors il y a encore je dirais, un reliquat d'activités insurrectionnelles, djihadistes. C'est très compliqué en fait de localiser d'ailleurs cette activité parce que on a des poches, alors Idlib, on a les zones frontalières en fait avec l'Irak qui restent relativement peu sécurisées, mais on a vu des attentats se produire à Damas, on a vu des attentats se produire en lieu contrôlés par le régime syrien. On a une reprise, on le voit, des attentats, des attaques dans les régions kurdes, ce d'autant que la Turquie pratique une pression maximale sur cette région autonome du Rojava, qui n'en est plus une en fait, puisqu'elle a fait les frais des opérations. Le Kurdistan syrien, le Rojava. Voilà. Et puis, donc aujourd'hui, c'est très inquiétant parce qu'on n'aura pas de nouvelles interventions majeures des Occidentaux. La Russie est empêtrée en Ukraine. Donc qui aujourd'hui, pour faire face à une menace, si elle devait se reconstituer, dans des proportions, je dirais, significatives. Sans doute pas comme celle qu'on a connue en 2014, mais significatives. Est-ce qu'il faudrait une intervention de la coalition internationale qui avait déjà œuvré, qui avait, dit-on, défait Daesh aujourd'hui, ou est-ce que c'est infaisable parce qu'il y a justement une dissémination de l'organisation ? Il y a le désengagement américain. Elle tient plus de ville comme elle a tenu Raqqa, par exemple, sa capitale autoproclamée. Voilà. Je pense que oui, effectivement, il faut recontextualiser. Il y a eu une intervention militaire majeure et une coalition qui s'est formée parce qu'un groupe terroriste djihadiste avait pris le contrôle de larges pans de l'Irak et de la Syrie. Et rappelons qu'ils ont contrôlé effectivement des pans entiers. Ils ont frappé monnaie, ils avaient une organisation étatique. Étatique, proto-étatique, on dirait. Proto-étatique. En récupérant beaucoup des institutions qui étaient déjà en place localement. Donc ça, on est vraiment loin d'y être revenu parce qu'ils ont été très affaiblis sur le plan militaire. Cela étant, la question, c'est en fait la gestion d'une insurrection armée, parce qu'ils sont revenus à cet état de guérilla urbaine d'insurrection armée. Les autorités irakiennes font ce qu'elles peuvent en termes de renseignement, mais l'armée irakienne
reste en fait encore largement dépourvu face à cette menace qui est asymétrique. De la même manière, en Syrie, on est toujours dans un contexte de guerre civile, donc qui, pour faire face, contenir, d'autant que les Kurdes sont affaiblis, c'est quand même eux qui ont fourni le plus gros du combat contre les djihadistes. D'ailleurs, je crois que les Kurdes ont aidé l'opération spéciale américaine la semaine dernière pour arrêter cet homme. Est-ce qu'on en sait plus sur cet homme capturé donc, en Syrie la semaine dernière ? Cet homme, il n'est pas non plus un haut chef. Hein. Attention je dirais, à la construction médiatique aussi qu'on peut faire autour de ce leadership. Ce n'était pas un personnage de haut rang, mais suffisamment, je dirais, gradé dans la structure organisationnelle pour coordonner un certain nombre d'opérations, d'attaques, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même à travers les dernières éliminations ciblées qui ont été permises effectivement par le renseignement kurde, notamment, pas seulement, hein, pas exclusivement, mais en particulier, on voit quand même qu'on n'a plus aujourd'hui de figures, comme je l'ai dit, type Zarqawi, Bardadi, les grandes figures du djihad irakien. Mais, comme je l'ai dit, on ne sait pas tout non plus. Mais justement, cet homme peut parler aux Non, il ne parlera pas. Jamais. Il mentira, mais il ne parlera pas, il ne dira jamais la vérité, parce qu'ils sont quand même aussi, il faut le dire, vraiment totalement acquis à cette cause, à la vie, à la mort. Et d'ailleurs, leur slogan, on le rappelle en arabe, c'est Baqia, ça veut dire on restera quoi qu'il arrive. Hein, c'est ce qu'ils clamaient d'ailleurs souvent en Irak et en Syrie. Alors Myriam Benrad, on va maintenant élargir, puisqu'on le disait, il y a eu une extension de ce groupe de manière impressionnante, ou en tous les cas, pour être précis, de nombreux groupes ont fait allégeance à Daesh, un peu comme à l'époque Al-Qaïda d'ailleurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan, en Asie centrale. Oui, alors c'est vrai qu'on a une réitération des processus de mobilisation de militance qu'on avait connus dans le cas d'Al-Qaïda. La grande différence, c'est que l'État islamique, par la réalisation de ce proto-État, donc de ce califat, a, je dirais, réalisé le rêve de tous les djihadistes, un rêve d'ailleurs ou une utopie qu'Al-Qaïda avait décidé de mettre de côté parce que l'organisation estimait que les conditions n'étaient pas réunies. L'État islamique a fait la différence sur cela. Encore aujourd'hui, ces deux mouvances s'affrontent de manière extrêmement brutale. Il faut le préciser tout de même. On a des vendettas, ce que je qualifie de vendettas interdjihadistes, qui sont très violentes. Où ça ? Alors, par exemple, donc, en Afghanistan. On le voit aussi en Somalie, l'État islamique. C'est-à-dire que les talibans qui sont au pouvoir en Afghanistan doivent faire face à Al-Qaïda et à Daesh. Alors, les talibans sont eux-mêmes divisés. On a encore, je dirais, une frange de la mouvance talibane très liée à Al-Qaïda en réalité, ne soyons pas naïfs, même s'ils essaient de montrer un visage normalisé. Daesh... Alors, là, pardonnez-moi, on voit juste la carte du Puntland. Il y a quand même un reflux, en tout cas de Daesh, par exemple, dans cette zone de l'Afrique de l'Est, en Somalie. Oui. En revanche, on voit un déplacement, notamment vers la République démocratique du Congo. On en parle souvent dans nos journaux et dans le journal Afrique de TV5 Monde, notamment au Nord Kivu, avec ces AFD, les rebelles AFD. Que pouvez-vous nous dire sur... comment pourrait-on dire, cette allégeance de ce groupe accusé par la République démocratique du Congo d'être soutenu par le Rwanda, et d'ailleurs l'ONU le dit également. Alors, bon, l'État islamique, les mouvances djihadistes, je dirais au sens plus large, mais l'État islamique a été très bon sur cela, s'implantent dans des contextes de guerre civile, de conflits larvés ou de conflits qui pourrissent, où les griefs ne cessent de s'accumuler sur le plan politique. On a aussi, c'est les fameuses thèses autour des causes des guerres civiles, la thèse de la cupidité. On a aussi, bien sûr, des logiques d'allégeance qui sont en fait opportunistes, utilitaires pour des raisons financières, surtout dans ces contextes de guerre civile, d'éclatement de sociétés entières. La RDC fournit par excellence un terreau propice à l'expansion de ce type de menaces. Ouais, avec un État lointain qui est à Kinshasa, avec des vastes étendues. Une société militarisée, de vastes étendues qui ne sont pas sous le contrôle d'un État. En Somalie, la Somalie est un État failli, donc il est tout à fait logique que l'État islamique cherche aussi à s'implanter. Encore une fois, pour revenir aux logiques de dissension, de querelles entre djihadistes, avec une confrontation aujourd'hui qui devient de plus en plus violente avec le groupe Al-Shabaab. Donc en plus, tout cela, si vous voulez... Les Shabab somaliens. Les Shabab somaliens. Tout cela, en plus, laisse, je dirais, très peu d'espace, en fait, à des sociétés civiles qui se retrouvent totalement étouffées par la terreur, mais au sens large, puisqu'on a plusieurs groupes qui opèrent et qui les étouffent. Et sans grande réponse, en fait, de la communauté internationale, encore moins des États qui, comme vous l'avez dit, sont retranchés. Ouais, justement, le Sahel est-il, selon vous, un cas d'école, justement, de cet échec, peut-être, de la communauté internationale? On voit de plus en plus de groupes, justement, et d'ailleurs, on imagine avec aussi des affrontements entre Al-Qaïda et Daesh au Sahel, notamment Mali, Burkina Faso.
Oui, alors dans le cas du Sahel, on est dans l'après des engagements militaires français qui répondaient, je dirais, du côté des autorités maliennes à un fort ressentiment. Cela étant, les autorités maliennes n'ont pas pu reprendre le dessus, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est face à une armée très peu entraînée qui n'a pas la capacité de faire face. Et on voit une démultiplication, en effet, des attaques, des incidents sécuritaires qui tendent à penser que le Sahel ne va pas se stabiliser. La crainte, c'est l'effet de contagion, puisqu'on l'a déjà vu avec des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Tchad aussi est très déstabilisé. Quid de cet espace sahélien? Qui va le prendre en charge, entre guillemets? Les Nations Unies vont-elles réinvestir le terrain? Comment? Avec quel Wagner soutien? et la Russie, ça ne peut pas marcher Alors face non, à évidemment, Daesh. ce n'est pas non la réponse, puisque ce sera encore des cycles, si vous voulez, ininterrompus de violence, d'escalade militaire. Le vrai problème, on l'a toujours dit depuis le début de la guerre contre la terreur en 2001, en fait, on a toujours dit que la réponse militaire sécuritaire n'était pas suffisante. Oui. Il faut des réformes, il faut un certain nombre de... Et la résolution des conflits justement locaux, notamment au Mali, pour ne citer qu'un pays du Sahel. Myriam Benrad, l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'aimerais vous montrer un chiffre. Les réserves d'argent de Daesh, alors entre 23 et 47 millions d'euros, s'agissant seulement de l'Irak et de la Syrie. Comment se finance Daesh aujourd'hui dans le monde? Comme il s'est financé, en tout cas dans la zone syro-irakienne depuis un certain nombre d'années, la contrebande pétrolière, hein, qui est massive, les trafics en tout genre, y compris d'ailleurs des trafics humains, trafics d'antiquités. Et puis surtout, il y a eu, si vous voulez, ce groupe a amassé un capital en fait financier très important pendant plusieurs années. Ce capital est géré encore aujourd'hui, ne s'est pas pour sa part effrité, enfin en partie mais pas totalement. Et puis on a encore des soutiens financiers. Mais est-ce qu'il y a des banques par exemple? Est-ce qu'il y a un Non, il n'y a pas système, de on imagine? banque, tout ça est très illicite, très obscur. On les traque évidemment, mais On parle cette aussi richesse, de l'utilisation d'Internet avec Daesh et même des NFT apparemment selon des révélations américaines, et les autorités d'ailleurs de Washington surveillent de près cette nouvelle stratégie, notamment sur les plateformes. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, mais ça a toujours été une pratique qui a été la leur, enfin, depuis qu'ils ont investi l'espace numérique. Toutes les opportunités sont à prendre. Maintenant, j'aimerais quand même nuancer peut-être ce point parce qu'il me semble que les ressources, en tout cas si on parle de la zone syro-irakienne et même de certaines zones africaines, sont des ressources liées à ce que possèdent ces pays. Oui. Et on parle d'hydrocarbures, de ressources Plus que la crypto-monnaie. bien sûr, oui. Aujourd'hui, oui, encore. Ouais. Est-il vrai que Daesh a son propre service de renseignement? Oui, alors en tout cas, comme je l'ai dit, on en revient finalement à la nature très irakienne de ce mouvement, qui, il faut le dire, a accueilli dans ses rangs beaucoup d'anciens bassistes, d'agents du renseignement bassiste qui étaient irakiens, très entraînés. On sait à quel point ils étaient redoutables. Donc ces personnes ont formé toute une génération de jeunes partisans, de jeunes militants aux techniques du renseignement. Mais s'agissant d'Al-Qaïda, il se disait, dites-moi si à tort ou à raison, qu'Al-Qaïda avait des soutiens de certains services de renseignement. Est-ce que là, Daesh est totalement lâché de manière étatique, de manière sécuritaire, ou est-ce qu'il y a encore des accointances Non, il n'y a pas d'accointance entre... Avec aucun service de renseignement? Aucun, parce que, si vous voulez, on peut, c'est vrai, parler de la manière dont certains services de renseignement ont pu, à une certaine époque, notamment contre les soviétiques, instrumentaliser les moudjahidines. Ouais. Et on peut infiltrer Daesh? Il y a des agents étrangers qui infiltrent ce mouvement? Bien sûr, oui, puisque certaines éliminations de leaders ont été permises par les infiltrations. En fait, on parle de renseignement, mais derrière le renseignement, ce sont des infiltrations. Et la ce sont menace des gens en Europe, qui les fréquentaient. La menace en Europe, elle existe encore? Oui, elle existe encore, d'autant que l'idéologie n'a pas disparu, que la cause, elle est toujours vivante. Et surtout un autre terme que je pense qui est important de mettre en avant, c'est l'endurance. Ils considèrent que leur recul, leurs pertes ne sont qu'une séquence, qu'il faut rester endurant et que la victoire adviendra. Il faut vraiment se mettre dans leur esprit, leur logiciel qui n'est pas le nôtre. Merci beaucoup Myriam Benrad, politologue, de nous avoir éclairé. Donc aujourd'hui sur Daesh et la menace donc qui perdure, et c'est l'ONU qui le dit dans un rapport publié au Conseil de sécurité. Merci à vous Myriam Benrad.